Aujourd'hui, dans Ticosé, je reçois une femme qui soigne autant les esprits que les histoires. Viviane Romana est docteure en psychopathologie, psychologue clinicienne et ethnopsychiatre. Sa force, replacer la culture, la langue, la mémoire et l'héritage au cœur de la santé mentale. À l'hôpital Maison-Blanche, elle accompagne des femmes souvent isolées, migrantes ou en situation précaire. Et au sein du CAFAM, elle crée un espace où les mères afrodescendantes peuvent déposer, souffler et se reconstruire. Viviane nous rappelle qu'on ne peut pas prendre soin de quelqu'un sans regarder son histoire. Merci Viviane Romana d'avoir accepté l'invitation dans Ticosé. Merci Kéza. Alors Viviane, non seulement j'ai envie, je vais te tutoyer déjà dans mon petit causé puisqu'on se connaît. On se connaît. J'ai envie que tu me parles de cette spécialité ethnopsychiatrie. Ben écoute, l'ethnopsychiatrie est une discipline qui prend en compte le patient dans sa culture, dans son environnement. Et donc, à la fois, nous allons nous intéresser, par exemple, aux manières d'éduquer un enfant dans une culture donnée, aux manières justement de faire et de penser le monde. Et donc, c'est une discipline qui met l'accent sur l'importance de resituer le patient dans son environnement culturel, religieux et autres, et de tenir compte de ses attaches. Alors, quand ce patient, de surcroît, a quitté son pays et est arrivé dans un autre pays, il est évident que ça l'est encore plus. Cette prise en compte est vraiment fondamentale parce que l'idée que nous avons, c'est de lui permettre à la fois, pour s'intégrer, de se remémorer, bien évidemment, ce qu'on lui a transmis et d'en faire quelque chose de nouveau dans la société dans laquelle il va vivre et élever ses enfants. Quand tu démarres cette discipline, la psychologie, pourquoi tu as envie d'aller plus loin et de t'intéresser et de faire de l'ethnopsychologie. C'est comme ça qu'on dit, hein? On dit en général, tu as eu raison d'utiliser le mot ethnopsychiatrie. C'est la discipline au sein de laquelle il y a différentes pratiques, comme souvent, mais c'est le mot c'est la discipline, son nom c'est l'ethnopsychiatrie. Et après, on parlera, il y a différents termes, transculturel, interculturel, ethnopsychologie, peu importe, mais c'est derrière tous ces mots, il y a une discipline ethnopsychiatrie. Pourquoi j'ai eu envie d'aller plus loin? Parce que tout simplement, quand je faisais des études de psychologie, je me souviens que mon année alors à l'époque, je suis déjà quand même une assez ancienne, mais on va dire de master, j'ai voulu faire un stage en Guadeloupe. Et quand j'ai fait ce stage, j'ai été faire mon stage en psychiatrie adulte et j'ai suivi notamment un infirmier qui avait un secteur psychiatrique dans certaines communes. Et donc, je le suivais, j'allais dans les dispensaires, dans les centres médico-psychologiques. Et effectivement, j'ai été confrontée à des discours sur la maladie des patients qui se disaient ensorcelés, possédés, etc. Et donc, je me suis interrogée sur ma formation. Je me suis dit, mais si je retourne travailler en Guadeloupe, que vais-je faire de ces interprétations de la maladie? Comment on soigne? Comment on fait? Et donc, il m'est apparu évident qu'il fallait que je trouve une discipline qui sache répondre, en tout cas qui sache me donner des outils si je me trouve avec un patient qui évoque effectivement ce type d'interprétation face à la maladie mentale. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai voulu aller plus loin parce que, entre autres aussi, je me souviens de mon frère qui me dit « Mais tu sais, quand tu vas venir en Guadeloupe et que tu vas t'installer, les gens vont te prendre pour une gadette zafée. » Alors, je me suis dit « Ah ouais, d'accord. » Donc, autant savoir comment ça fonctionne. Donc, je n'y connaissais rien. J'ai voulu savoir comment, quelles étaient nos croyances, quelles étaient les pratiques des guérisseurs et comment on pouvait effectivement donner des réponses à des personnes qui étaient convaincues, non pas par les interprétations de la psychiatrie, qui n'adhéraient pas du tout aux interprétations psychiatriques, mais qui pensaient qu'il y avait d'autres interprétations qui étaient en cause dans leur maladie ou dans celle de leurs enfants. Aujourd'hui, tu travailles en France hexagonale, à Paris.
tu as des patients afrodescendants ou migrants, et il y a encore, même s'ils arrivent ici sur le territoire hexagonal, ils ont encore ces croyances, et tu abordes, tu es confronté aussi à des croyances différentes en fonction des... Ah oui, bien sûr. Je suis confrontée déjà aux croyances religieuses, qui sont aussi des croyances, où certaines personnes, par exemple, vont refuser de prendre un traitement médicamenteux parce qu'elles estiment tout simplement qu'avec l'aide de Dieu, elles s'en sortiront. Donc, on peut voir que certaines croyances pour lesquelles, j'ai envie de dire, dans notre communauté, en tout cas, il y a une grande adhésion, peuvent aussi être un frein aux soins, et notamment aux soins médicamenteux, et également à la psychothérapie avec un psychologue. Donc, ce ne sont pas uniquement les croyances en sorcellerie, ce sont les croyances religieuses, mais ce sont des croyances, effectivement, dans d'autres, des croyances culturelles qui existent et qui persistent dans tous les pays, pas seulement dans les villages, mais dans les grandes métropoles. Et donc, on se rend compte que de plus en plus, les gens font appel pas forcément justement aux pratiques dites scientifiques, mais vont effectivement chercher des réponses, des soulagements beaucoup plus immédiats avec des interprétations qui ne sont pas les nôtres. Et c'est très courant. Et quand tu travailles, parce que tu travailles aussi, enfin voilà, tu travailles surtout ici, dans des hôpitaux, dans des cliniques, est-ce que c'est le psychiatre lambda qui te dit, tiens, il faudrait peut-être que tu viennes, que tu accompagnes, comment ça, ou alors c'est le patient qui vient directement te voir parce qu'il sait que tu as cette discipline, ou en général, c'est parce que tu travailles avec une équipe de médecins qui sentent qu'ils ont besoin quand même d'une personne plus spécialisée? Alors, en milieu hospitalier, en général, c'est une équipe. Il y a nécessairement des psychiatres, des psychologues, des infirmiers, des assistants sociaux. Alors, je suis sollicitée très souvent, effectivement, par ce qu'on appelle les consultants, qui se rendent compte que les patients, qu'il y a une dimension culturelle dans la problématique du patient et qui n'arrivent pas effectivement à aller au-delà et qui vont faire appel à mon expertise. Et cette dimension culturelle est souvent liée effectivement à des croyances de sorcellerie, de possession. C'est souvent pour ça qu'on fait appel à moi. C'est important parce que on peut, la plupart du temps, si on ne décode pas ces croyances, on peut faire des interprétations, des diagnostics qui sont un peu surestimés. On peut penser que quelqu'un délire parce qu'il a dit qu'il est ensorcelé. Et chaque fois, tu es comme moi, guadeloupéenne. Si on devait dire que la majorité des personnes chez nous qui pensent qu'ils sont ensorcelés sont schizophrènes, eh bien, il y en aurait beaucoup. Donc, on voit bien que dans un environnement donné, dans une culture donnée, certaines interprétations de la maladie ne vont pas forcément donner un diagnostic psychiatrique inquiétant. Donc, tu peux dire que tu es ensorcelé sans être, pour le coup, psychotique. Donc, ça, c'est important. Et donc, souvent, je suis amenée à comprendre effectivement ce que le patient dit, à le resituer dans le cadre culturel, dans son cadre communautaire, et donc à permettre un diagnostic qui colle davantage en fait à la réalité du patient. Là où on peut voir effectivement une psychose, on n'est pas forcément devant une psychose, mais devant quelqu'un qui est extrêmement déprimé. Donc ça sert au diagnostic. Ensuite, sur la, j'ai envie de dire, la psychothérapie en elle-même, c'est vrai que les patients se méfient beaucoup quand même des professionnels de la santé, des psychiatres et des psychologues. Souvent pour les personnes qui sont ici, qui sont migrantes, ils vont pas oser se confier. Une psychothérapie, c'est d'abord pouvoir parler, pouvoir se confier, livrer son intimité, livrer des choses qui ne sont pas faciles à dire. Et ces patients qui ont des cultures différentes, qui ont justement des interprétations de la maladie totalement différentes de la nôtre, vont hésiter à nous en parler, de peur d'être pris pour fous. Et donc, souvent, quand j'interviens, je permets aussi à mes collègues d'avoir accès à leur histoire, une histoire différente à laquelle ils n'auraient pas eu accès. De fait,
il y a effectivement le lien que je vais établir avec le patient va permettre, il se rend compte très rapidement que je le mets en confiance, que de par mes origines aussi, probablement je connais ces choses-là. Et comme je les aborde avec, comme dans un petit causé, comme dans un petit causé, eh ben, ils vont se livrer et j'aurai effectivement une histoire plus complète que celle qu'ils ont pu livrer. Et ça nous permet effectivement d'avoir un soin plus adapté. Quand tu montes le CAFAM, d'ailleurs, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le CAFAM et pourquoi tu avais décidé de monter cette association? Alors, quand je monte le CAFAM, c'est parce qu'en fait... Juste pour notre audience, le CAFAM, c'est le... Alors, le CAFAM, c'est le collectif d'aide aux familles migrantes, monoparentales et matrifocales. Aujourd'hui on appelle la CAFAM parce que les professionnels l'appellent la CAFAM, donc on dit la CAFAM et de façon encore plus réduite on dit la case des femmes. La case des femmes, c'est pas mal ça. Et donc en fait ça part justement d'une expérience avec une autre association, le CM98, je suppose qu'on aura le temps d'en parler, qui est une association mémorielle. Et dans le cadre du mois mémoriel de mai, j'ai eu envie effectivement de faire des conférences autour de la famille antillaise. Parce que je me rendais compte qu'à mon cabinet, parce qu'en plus de travailler en institution, j'ai un cabinet, et je me rendais compte que dans mon cabinet, voire aussi en institution, qu'il y avait des histoires, il y avait un récit commun que beaucoup de femmes antillaises me racontaient. Entre autres, alors je pense que nos auditeurs antillais et antillaises vont reconnaître cette histoire, c'est que souvent on me disait mon enfant est malade parce qu'on m'a fait du mal et c'est tombé sur mon enfant. Et moi je l'avais déjà entendu également, donc j'étais pas surprise. Et j'ai voulu, quand j'ai entendu ça, je l'ai entendu à plusieurs reprises, j'ai entendu beaucoup d'histoires de rivalité entre femmes, beaucoup d'hommes, effectivement, qui auraient délaissé femmes et enfants. Je me suis dit, dans mon cabinet, ça m'est difficile d'expliquer d'où ça vient. Et donc, j'ai proposé, parmi les thèmes qu'on pouvait aborder pendant la période de commémoration, d'aborder des thèmes autour de la famille, d'où elle vient, pourquoi le père est absent, pourquoi la mère est un potomitan, c'est-à-dire l'axe central d'une famille. Pourquoi cette famille a cette singularité, entre autres justement d'être qualifiée de matrifocale, c'est-à-dire d'une mère, c'est une famille souvent maternelle et d'une mère qui a toutes les responsabilités de l'éducation. Et je me suis dit, si ces femmes sont ensemble, si on parle tous ensemble, elles comprendront que elles ne sont pas responsables de cette situation, mais c'est la façon dont nous fonctionnons dans nos familles et que c'est quelque chose qui nous a été transmis depuis historique. Depuis les premiers temps. Et donc c'est comme ça que j'ai abordé effectivement dans des débats, dans des échanges avec des Antillais ces questions-là. Et ma grande surprise, d'une part, les salles étaient remplies, et surtout alors que nous disons chez nous qu'il faut se méfier, qu'il ne faut pas se confier. L'expression, c'est qu'il ne faut pas entrer trop fond à Damoun, il faut pas en fait se confier trop facilement. Là, ça a été un déluge. Il y avait un tel besoin de parler. Et puis aussi, grande surprise, même pour une psychologue, c'est la souffrance. Une souffrance énorme. Donc, entre mon frère qui me disait que je serais un gars des affaires en France, si je m'installais en Guadeloupe. Et dans une conférence débat sur la famille, en donnant justement des références sociologiques notamment, des gens se sont mis à parler et à raconter des vies très, très fracturées, des vies très douloureuses. Et là, je me suis dit, il y a besoin. Et c'est comme ça qu'après, j'ai eu besoin de créer une association en dehors du CM98 dédiée effectivement à ces familles singulières, ces familles françaises singulières, parce que nous sommes encore aujourd'hui des Français, et comprendre effectivement comment
quelles sont leurs fragilités, mais quelles sont leurs forces, et pouvoir aider ces femmes. Et entre autres, ce que les femmes antillaises apportaient, c'est leur gestion de la monoparentalité. Et donc, j'ai voulu l'élargir tout simplement aux femmes monoparentales, parce que je me disais, certaines savent y faire, comme nous, parce que depuis la nuit des temps, on a appris à élever des enfants seuls. D'autres le font moins, parce que dans leur culture, ce n'est pas autorisé. Et donc, c'est pour ça que nous avons créé, en fait, cette association avec des femmes qui ont participé au groupe de parole que j'avais mis en place. Alors justement, quand on parle d'héritage, de trauma, de mémoire, quelles sont, selon toi, les ressources et les forces de ces communautés afrodescendantes? Parce qu'il y a aussi ces blessures, mais il y a aussi des forces tirées de ces blessures. Est-ce qu'il y en a, d'ailleurs? Moi, je ne pose pas le problème de cette façon, parce qu'aujourd'hui, je crois effectivement qu'on a besoin d'abord de s'appuyer sur les ressources. Et donc, ce que je considère que la famille antillaise n'est pas un trauma, enfin, je considère qu'elle n'est pas le résultat d'un traumatisme. Je considère qu'elle n'est pas une séquelle de l'esclavage. Je considère tout simplement qu'elle s'est créée comme ça. Voilà, comme ça. Dans un lieu, dans des lieux, dans un espace-temps, dans une histoire, et que c'est une construction en tant que telle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, déjà, si je présente cette famille de cette manière, j'évite les séquelles, j'évite les traumas, j'évite tout ce qu'on veut, etc. Et puis la deuxième chose, c'est vrai que dans mon domaine, dès que le père est absent, on se dit « Oh là 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 là, quelle horreur, qu'est-ce qui va se passer ?» Ce sont des familles qui sont en difficulté. Dès qu'on est, par exemple, dans un quartier où le taux de monoparentalité est très élevé, par exemple les quartiers populaires à Paris, il y a tout de suite une mise en place de dispositifs pour venir en aide à ces foyers monoparentaux. Oui, c'est vrai, il faut effectivement des aides, mais pour autant, cela ne veut pas dire qu'une femme élevant ses enfants seule ne soit pas en mesure de le faire. Et donc, la monoparentalité non plus, pour moi, n'est pas non plus un dysfonctionnement. Donc, à partir de là, si je considère qu'il n'y a pas de dysfonctionnement, je pense bien sûr qu'il y a, comme dans toutes les familles, que ce soit la famille conjugale où il y a le père, la mère et le père sont présents, ou la famille monoparentale, il faut pouvoir les aider là où, à certains moments, on a besoin effectivement d'aide. Et dans la famille monoparentale, ce que nous savons tous, les professionnels, c'est qu'il faut à certains moments introduire des tiers. Et les tiers peuvent être des membres de la famille, les tiers peuvent être des professionnels. Et donc, je ne conçois pas du tout la monoparentalité comme une défaillance, comme manque de la famille conjugale. Et donc, moi, j'ai appris, en fait, à travailler avec des familles dans leur diversité. Pour te donner un exemple, récemment, on n'en parle pas suffisamment, mais il y a des femmes, pas forcément de la communauté, mais je reçois des patients de cultures différentes, qui aujourd'hui font le choix de faire des enfants seuls et qui font des enfants par la PMA avec don de sperme, etc. Ces femmes se retrouvent dans une situation où il n'y a pas de père. Il n'existe pas. Et soit elles se disent je suis anormale, ou soit elles se disent j'ai créé quelque chose de nouveau, donc je suis obligée de penser cette structure familiale autrement. Pour moi, c'est comme ça que j'ai compris la famille de chez nous. Donc elle a des forces. Entre autres, effectivement, les femmes ont appris à fonctionner dans une famille monoparentale. Et comment elles ont fait? Il n'y avait pas de psychologue pour leur dire tiens, il faut des tiers. Les tiers existent. Les tiers peuvent être des femmes, des oncles, etc. À l'époque, il était très rare que les femmes élèvent des enfants seules. Donc, c'est toute une famille qui élevait les enfants. Et donc, la monoparentalité n'a jamais été un problème. Alors, ensuite, quand un père est inexistant, moi, je ne dis pas que les pères, tout parent est important. Ça aussi, je tiens à le dire. Mais je suis quand même assez surprise que beaucoup d'enfants sans père, quand ils ont vécu dans une famille, justement, où il y avait beaucoup de tiers, où il y avait un oncle, il y avait ceci, etc.,
n'ont pas vraiment vu l'absence du père. Donc, en cela, je n'en fais pas non plus une défaillance. Pour revenir au CM 98, à quel point justement ce rassemblement que tu faisais à l'époque a permis de construire aussi cette mémoire, cette politique mémorielle, cette mémoire basée sur, bien sûr, nos ancêtres qui ont été déportés et mis en esclavage. Alors, ces conférences débats et ensuite après, j'ai aussi animé des groupes de parole, effectivement, plus de 600 sur plusieurs années, ont permis aux personnes, aux participants en fait, d'établir un lien de parenté avec l'esclave. C'est ce qui a été très étonnant au début, parce que c'est vrai que maintenant, on parle assez facilement de l'esclavage, des victimes de l'esclavage, de se dire descendants d'esclaves, etc. Mais je me souviens dans l'association, notamment quand on parlait de descendants d'esclaves, certains le disaient, qui ne pouvaient pas être descendants d'esclaves. Mais je crois que ce qui a été déterminant, c'est quand ils se rendaient compte de la transmission de ce qu'étaient leurs aïeux esclaves et de ce qu'ils étaient, et ils voyaient qu'il y avait quelque chose qu'ils avaient hérité. L'esclave devenait un parent, et ce parent, on l'honore. Et c'est ce que j'ai apporté, notamment dans ces groupes de parole, c'est le fait d'établir ce lien intime avec l'esclave. D'accord. C'est-à-dire, à ce moment-là, on n'avait pas honte. C'est quelque chose d'assez particulier que de retrouver le premier de sa lignée. Et chacun réagit de façon différente. Je me souviens, pour ma mère, quand on a retrouvé les premières femmes de sa famille, qui étaient des esclaves venus d'Afrique, en tant que catholique, elle s'en est saisie pour effectivement prier pour elles, prier, les honorer, etc. Et je crois que c'était ça. On ne peut pas se dire descendant d'esclaves si on n'établit pas ce lien. Et ce lien, j'ai envie de dire, justement, de parenté avec l'esclave. Très souvent, enfin, sur cette association, les dirigeants nous disent que ce travail a été fondamental pour établir ce lien, puisqu'ils se sont rendus compte que c'était directement leurs parents, parce que comme tu dis, il y avait eu l'esclavage, il y avait eu une histoire, mais il y avait une coupure. Enfin, c'est comme si ça ne faisait pas partie d'eux. Mais ensuite, tout ce que vous avez mis en place en fonction des commémorations, il y a la commémoration, mais il y a tout un tas de journées, d'éléments, de fêtes, de reconnaissance, de recherche même, puisque au sein du CM 98, il y a aussi un département pour aller justement faire son arbre généalogique. Est-ce que le fait de mettre ce département pour la recherche de son arbre généalogique est venu après justement ces rencontres où ils avaient établi un lien et que là, ils avaient besoin d'aller plus loin? Exactement. C'est-à-dire qu'à partir de cette connexion avec les ascendants, on a eu envie de les connaître. Et donc, pour la majorité d'entre nous, on ne les connaissait pas. Et tu as reçu notamment Emmanuel Gourdien, c'était l'un des rares, des seuls qui les avait trouvés. Et nous étions tellement émus de savoir que lui, il en avait. Et effectivement, quand il a bien voulu nous prêter l'un de ses ancêtres, on s'en est tous saisis. Et en fait, il a été un élément moteur dans la recherche généalogique. Tout le monde a eu envie de trouver les siens. Et donc, effectivement, c'est à partir de là que s'est construit tout un axe de recherche généalogique. Ce qu'il faut aussi comprendre, par exemple pour moi, la psychologue, c'est vrai que je me retrouve parfois avec des patients qui n'ont pas de père. Souvent dans les généalogies, tu remontes et puis tu t'arrêtes assez rapidement. Parce que tu ne peux plus continuer, tu ne peux plus trouver notamment les ascendants de la famille paternelle. Et pour les enfants qui n'ont pas été reconnus par leur père, je peux aussi utiliser l'arbre généalogique, la généalogie avec leur nom, c'est-à-dire je vais utiliser uniquement en choucage, et avec leur nom, je vais chercher leur nom dans Choucage.
Enchoukage, c'est le site internet qui a été créé une fois que vous aviez fait toutes ces recherches de noms, de matricules. Il y a eu un site qui s'appelle Enchoukage où on peut aller mettre son nom et en fonction de la ville trouver. Exactement. Voilà. Et donc, si on trouve le nom, je fais un travail en disant ton père n'a pas voulu te reconnaître, mais celui-là, cet ancêtre, c'est le tien. Et donc, tu peux, à partir de cet ancêtre, faire des liens avec ta famille paternelle. Donc ça aussi, il faut se rendre compte que c'est un outil très précieux, justement dans les ruptures familiales. Donc, je peux l'utiliser et c'est vrai que ça ne remplace pas un père, mais en tout cas, ça introduit dans une filiation malgré tout. Ça, c'est utilisé. Et puis, ce qu'on peut dire aussi par rapport à la généalogie, je crois que ce que ça a permis, ça a permis réellement d'amplifier ce lien où on fait connexion avec ses ascendants. Et je pense que les membres de l'équipe de généalogie peuvent le dire, c'est toujours très émouvant quand quelqu'un fait cette connexion. Donc ça a amplifié beaucoup, 1000 fois peut-être, cette connexion. Et je crois que c'est comme ça aussi qu'on répond à une question identitaire. Si je suis connectée à mes ascendants, je sais qui je suis. Alors, justement, pour revenir à ça, le CM98, il y a plus de 20 ans maintenant que ça existe. Est-ce que tu vois la différence entre les débuts et aujourd'hui la connexion qu'il y a? Par exemple, moi, je peux dire qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui se sont emparés des questions de généalogie et qui sont maintenant au CM98 et qui ont une facilité à diffuser l'information, puisqu'aujourd'hui, vous êtes aussi sur les réseaux sociaux. On peut vous retrouver sur Instagram, CM98, sur Facebook, CM98. Et on voit aujourd'hui dans les posts, dans la communication du CM98, que la jeunesse a vraiment fait cette connexion. Est-ce que toi, tu la ressens ou pas? Oui, bien sûr. Et c'est en cela qu'on voit le travail qui a été fait et son efficacité. Et donc, nous sommes... moi, je suis tout à fait ravie de voir qu'ils s'en saisissent. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est non seulement je suis ravie, c'est qu'au départ, je pars d'hypothèses, en fait. Je pars d'une méthode de travail qui m'a été transmise par ma discipline. Et je sais à quel point, dans ma discipline, la question d'être affilié, d'être rattaché à sa filiation est importante. Donc, je vais travailler à partir de ça. Mais au départ, ce sont des hypothèses de travail. Et donc, voir cette hypothèse totalement validée aujourd'hui, effectivement, je suis premièrement rassurée parce qu'on peut se tromper, mais je me dis, c'est génial, ça a fonctionné et ça a donné une association qui a permis à tant de personnes de se connecter, aux jeunes aujourd'hui de se dire, j'ai trouvé mon aïeul esclave, de sentir une certaine fierté d'être descendant. Et aussi d'avoir créé des outils, parce que vous partiez de rien. Et aujourd'hui, il y a des outils comme Enchoukage, il y a le CM98, mais en plus d'avoir fait ce travail, on va dire, intérieur, à travers l'histoire, la recherche de ses ancêtres, mais vous avez aussi construit physiquement dans l'espace public des monuments. Il y a des monuments qui ont été faits avec des noms où, justement, les afrodescendants, les Antillais qui sont en Hexagone peuvent aller honorer, voir ces monuments dans différentes villes en Île-de-France. Et très bientôt, il y aura un mémorial. Donc, il y a eu plusieurs phases de construction, on va dire psychologique, le lien avec sa famille, et maintenant dans l'espace public pour une reconnaissance de ces esclaves qui étaient des humains et qui avaient été oubliés. Et là, ils sont mis en lumière, mais en plus, ils seront dans l'espace public. Exactement. Alors, ce qu'il faut comprendre également, qui était pour moi une évidence, et pendant quelques années, j'étais quand même parfois assez en colère j'étais en colère parce que cette évidence n'était pas entendue, mais quand il y a un crime contre l'humanité, quand il y a des victimes d'un crime, on leur dédie des commémorations spécifiques. Tout le monde sait ça. Et donc, c'est pour ça que, dans les communautés qui ont
qui ont connu des crimes contre l'humanité, elles ont offert aux victimes des commémorations. Et nous, on a eu du mal à admettre qu'il fallait non pas une date pour célébrer tout l'esclavage, mais une date qui leur est dédiée aux victimes. Aux victimes, c'était le minimum qu'on pouvait faire. Et donc, ça fait beaucoup de débats, mais c'est pas le lieu d'en discuter. Et donc, quand on a eu cette date qui leur est dédiée le 23 mai, et de surcroît des monuments, ce sont des choses indispensables, justement, quand il y a traumatisme, quand il y a un crime contre l'humanité. Et donc, pour moi, ça aussi, c'était nécessaire. Il fallait des lieux de commémoration pour se souvenir des victimes. Pourquoi c'est important ? Alors, on le sait en psychotraumatisme, qu'il faut commémorer, qu'il faut se souvenir des victimes. Et donc, les plaques commémoratives, etc., enfin, les stèles, tout ce que tu veux, sont des moments importants. Mais pour nous, ce qui était encore plus important, c'est qu'il y ait une reconnaissance aussi de l'État. Donc, il fallait aussi que ce soit des commémorations officielles. Donc, celles que nous faisions, mais également que l'État... Personnellement, je suis de celle à ne pas... je n'exige aucun pardon pour moi, parce que je suis une bonne antillaise. Pardon, pas guéribos. Alors, pardon, pas guéribos veut dire que même si tu pardonnes, ça soigne rien. Voilà, le pardon ne soigne rien. Voilà, donc je ne demande pas de pardon, mais pour moi, c'était essentiel que l'État également reconnaisse ses victimes et puisse organiser des commémorations officielle et bien évidemment d'envergure. Et donc, c'est ce que nous avons toujours voulu. Nous avons voulu que le 23 mai, que les officiels, les politiques et en particulier des représentants de l'État et du gouvernement soient présents. Et donc, ce mémorial qui se fera dans le jardin du Trocadéro est l'aboutissement en tout cas de cette volonté que l'État puisse commémorer les victimes de l'esclavage. Et c'est très important, cette dimension, parce que, en commémorant les victimes, leurs descendants ne se victimisent plus. Parce que c'est ce qu'on nous reproche. C'est que, on nous dit, mais quand est-ce que vous allez arrêter ? On va arrêter tant que les victimes ne sont pas reconnues, tant que cette histoire n'est pas reconnue. Et donc, pour moi, c'est hyper important de bien distinguer qui sont les victimes. Les victimes, ce sont ceux qui ont été esclaves. Moi, je suis victime de rien. Je suis pas victime de l'esclavage. Et donc, quand on fait ça... Mais tu as des victimes dans ta famille. Oui, mais j'ai des victimes de ma famille et je tiens à ce qu'on honore leur mémoire. Et la deuxième chose, donc ça permet de bien distinguer les victimes et d'éviter la victimisation. Et l'autre chose dont j'ai peu parlé, mais qui, à mon avis, est très importante, c'est nous permettre effectivement, s'il y a une séquelle que nous gardons, c'est la honte. C'est très difficile de parler d'une famille dans laquelle il y a plein de problèmes. C'est très difficile de parler d'une famille où tout est honteux. Donc, c'est très difficile de parler d'une origine qui est celle de l'esclavage. Et c'est pour ça qu'on a eu tant de mal d'en parler, parce que tu vas pas crier sur tous les toits, dire « Ah, je suis descendante d'esclaves », etc., etc. Et donc, au fond, ce qu'on nous a transmis, c'est de la honte. Et c'est avec cette honte qu'on a dû aussi travailler. Et donc pour qu'on a transformé. Et qu'on a transformé. Et donc je pense que c'était important aussi de commémorer de façon digne, de façon belle, de créer plein de choses, de créer des œuvres d'art pour effectivement sortir de la honte. Et ça, je crois qu'aussi on est arrivé à le faire. Et quand ces jeunes se saisissent de ça sur les réseaux sociaux, créent différents outils et que justement ils sont fiers de ce qui va se passer au jardin du Trocadéro, je me dis qu'on a réussi. Ça ne veut pas dire qu'elle a totalement disparu, mais aujourd'hui, cette part d'identité, on l'assume pleinement. Et quand on l'assume pleinement, c'est qu'il y a une partie de cette honte de notre histoire que nous avons su maîtriser. Viviane, je vais te poser une question un peu personnelle, parce que le CM 98 a été présidé à un moment par Serge Romana, ton époux. Oui. Aujourd'hui, Emmanuel Gordien. C'est un combat que vous avez mené avec plusieurs associations, comme le disait Serge il n'y a pas si longtemps, que c'est un combat que vous avez mené avec les associations et seul avec les associations,
antillaise, antillo-guyanaise, réunionnaise. Et au départ, tout avait été fait pour vous discréditer. Une fois les premiers combats menés, c'est-à-dire reconnaissance des dates, il y a eu des structures qui se sont créées, étant donné, pour mettre en place une politique mémorielle. Mais malgré tout, vous n'étiez pas entendu et même pas accompagné par ceux qui sont à la tête de ces structures. Et vous n'avez jamais baissé les bras. Et les associations antillaises, les membres du CM 98 n'ont jamais baissé les bras. Comment on fait? Comment on fait pour tenir aussi longtemps dans un milieu associatif et se battre pour une cause qui est la nôtre, celle de nos familles? Alors écoute, je crois que tu as cité 3 personnes qui ont été soudées. Emmanuel Gordien, Serge Romana et moi-même. D'ailleurs, certains nous appelaient le triumvirat. Et donc, je pense que nous nous sommes connus à une autre époque. Nous avons fait partie d'une même association qui était la GEG, l'association générale des étudiants guadeloupéens. Et c'est cette histoire commune que nous partageons. Donc, elle nous a tenus, et tout ce que nous avons réalisé en France, dans l'Hexagone, c'est à partir de ce lien d'anciens agéguistes, on va dire. Et tout ce que nous avons mis en œuvre, c'est parce que nous étions effectivement très soudés. Donc ça a été une force. La deuxième force, c'est celle que j'ai avec mon époux Serge. Effectivement, nous sommes... quand j'ai à parler de Serge, la première chose que je dis, c'est mon ami, mais c'est mon camarade de lutte. On s'est vraiment tenus. Il n'y a pas, à ce niveau-là, c'était des discussions sans cesse. On se tenait. Et Serge m'a raconté que quand il a fait sa grève de la faim, de toute façon, on sentait qu'à un moment donné, on était en train de perdre un combat, et que c'était pas nous seulement, c'était toutes ces personnes qui nous avaient fait confiance. Et il aime à dire que quand il m'a dit je vais faire la grève de la faim, il pensait la faire un lundi. Je lui ai dit non, demain. Voilà, il le raconte, mais c'est vrai, je le pensais, parce qu'on n'avait pas de temps. Il y avait des enjeux de vote, de politique, de vote, ouais. Et donc on pouvait pas attendre le lundi. Donc c'est ça qui nous a permis de tenir. Et franchement, on avait tous nos qualités, des qualités de militants, les 3. Et chacun, on a pu, dans ces liens qui nous unissaient, mettre en valeur nos qualités. Et Serge, il en a une particulièrement. C'est quelqu'un qui, quand il est sur une tâche, il ne la lâche pas. Donc, il est tenace. Et à partir du moment où il est convaincu, c'est lui qui porte le mouvement. Donc, et moi, comme il aime à le dire, effectivement, je suis davantage celle qui va réfléchir, va dire attention, machin, etc. Et Emmanuel aussi est un soldat. Donc, c'est ce qui nous a permis de tenir. Dernièrement, tu faisais partie d'un panel qu'avait organisé Sarah Kwaka sur justement les relations entre les hommes et les femmes. Et ça aussi, c'est une question qui te porte beaucoup. Tu travailles aussi sur ces questions avec certaines femmes et sur l'image qu'on a de l'homme noir. Et là, on parle plus d'afro-descendants de la communauté noire en France hexagonale. Oui, je suis beaucoup interpellée sur cette question de l'homme noir. Et je crois que, moi, je suis partie de la famille. Le couple est bien évidemment souvent au centre de la famille, quel que soit le couple. Et je crois que c'est un peu plus complexe que ça. Aujourd'hui, il faut effectivement comprendre peut-être dans un contexte donné comment ils sont devenus hommes. Et je pense que, par exemple, dans ce panel, c'était extrêmement touchant ce qu'il disait. Et en particulier, il disait 2 choses. Il disait à quel point les pères avaient été absents, même en étant présents. Et il disait aussi tout ce qui était attendu d'eux, ce sont des débats assez actuels sur le fait que pour qu'un homme ait une femme, il faut qu'il ait de l'argent, il faut qu'il ait ci, il faut qu'il ait ça, il faut qu'il ait un beau métier, enfin bref. Et on sent effectivement une pression à laquelle certains ne peuvent pas répondre. Donc ça, je trouve ça très intéressant et effectivement, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Mais je m'intéresse de façon plus large
aux différents collectifs qui viennent et qui s'adressent à moi, justement de racisés, d'afrodescendants, parce que je me rends compte que souvent, ceux qui sont nés en France, qui sont métis, qui viennent soit de parents africains, de parents antillais ou de parents du Maghreb, etc., vivent effectivement une identité un peu douloureuse, qu'ils questionnent beaucoup sur le fait de ne pas se sentir pleinement admis dans la société française. Ils sont les premiers à être sensibles à la question du racisme et leur identité est profondément interrogée par ce racisme qu'ils ressentent. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils prennent une identité de racisé. Et toutes ces questions-là aussi m'intéressent parce qu'elles sont quand même au centre de nos jeunes qui sont, pour reprendre leur identité, qui sont racisés, la question identitaire, la question du racisme et ensuite après, comment ils construisent et trouvent leur place ici. C'est pas facile, c'est un vrai problème. Merci beaucoup, Viviane, pour tout ça. Merci beaucoup pour ce témoignage. Encore merci. Et pour ce travail que vous avez fait et qui nous nourrit et vont continuer à nourrir encore les générations à venir. Je te remercie, mais peut-être pour élargir mon propos, ce que j'ai fait au niveau de ma communauté, je l'ai élargi, bien évidemment. Et je suis très sensible à ces jeunes afrodescendants, qu'ils soient africains, qu'ils appartiennent à d'autres collectifs, à d'autres communautés. Et également, je m'intéresse effectivement à leur combat et je suis aussi là pour les accompagner. Ce qui veut dire que dans ton cabinet, tu travailles aussi avec ces hommes qui ont du mal à trouver leur place et qui se sentent bousculés dans toute leur présence sur ce territoire qui est le leur. C'est des hommes, effectivement, qui ont cette difficulté, mais aussi des femmes qui, sur la question identitaire, qu'ils soient hommes ou femmes, racisés, qui se disent racisés, qui sont confrontés au racisme, qui ne trouvent pas leur place dans la société française, qui ressentent une pression à toujours faire mieux que les autres. L'échec, s'ils ne réussissent pas, l'échec est vraiment quand même peut être... l'échec a des conséquences encore plus graves. Et donc, ce sont toutes ces questions qui, à mon avis, aujourd'hui, sont d'actualité. Et il y a un vrai questionnement identitaire, une vraie souffrance identitaire de ces jeunes racisés, de ces jeunes afrodescendants et note particulière pour les hommes. Merci Viviane, merci pour ce témoignage. Merci beaucoup Kéza. Merci d'avoir suivi Ticozé et je vous retrouve très bientôt avec une personnalité tout aussi passionnante. Au revoir.